Dans notre société, on mange quand même beaucoup trop de viande. C'est clair que le repas français, donc tu parlais tout à l'heure un peu de la matrice française, le repas français, c'est de la viande et des patates à chaque repas, quoi. Et ça, c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est pas nécessaire pour notre corps de manger autant de viande. Et d'un point de vue environnemental, c'est pas non plus une bonne idée. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, on démarre l'enregistrement rapido parce que sinon, il y a les gosses qui vont débarquer autant chez Caroline que chez moi. On va pas pouvoir bosser. D'ailleurs, je crois que c'est ça, exactement. Ils vont nous empêcher de bosser. Et donc, du coup, voilà, ça, alors, je fais cette blague-là. En l'occurrence, c'est pas une blague, c'est vrai. Mais en fait, c'est très aligné avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va pas parler de parentalité dans l'absolu, mais ça va faire partie des éléments de discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et du coup, Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir suggéré le point. Je vais découvrir plein de trucs aujourd'hui, parce qu'on va parler de performance, mais on va parler de performance sous un autre angle que ce que j'ai l'habitude d'aborder. Et donc c'est top. Je suis ravi de t'avoir ici. Comment tu vas, Caroline? Ça va bien. Merci. Merci de m'avoir invité, déjà. Avec plaisir. Bon, ouais, trop bien. Et donc du coup, on va pas faire comme si on se connaissait pas. On bosse ensemble. Sur tes projets. Et la semaine dernière, t'étais avec nous au Mastermind à Paris. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ton retour d'expérience sur le Mastermind? Pour toi, c'était un peu une nouveauté, je crois. T'avais jamais fait ça? Complètement nouveauté, quoi. Moi, je suis pas du tout. Mon entourage n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. Autour de moi, les gens que je connais, ils sont pas non plus entrepreneurs. Donc, c'est vrai que c'est pas un monde dans lequel je baigne. Donc, c'est vrai que c'était totale découverte, quoi. Et en tout cas, c'était super enrichissant, de voir les étapes finalement par lesquelles ils sont passés, qui sont celles que je vis aujourd'hui, et finalement qu'on peut réussir en faisant ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc ça, c'est l'essentiel. Bon, trop cool. Bon, du coup, le teasing a assez duré. Quelle est ton expertise? Comment tu décris ton métier? Parce que ton métier, déjà, t'as plusieurs expertises. On verra après comment on va utiliser tout ça dans notre vie d'entrepreneur, voilà, à travers cet épisode. Mais du coup, comment tu décris ta formation, ton métier? Alors moi en fait j'aide les sportifs à améliorer leur performance, alors dans leur sport, mais également dans leur vie professionnelle et dans tous les domaines de leur vie finalement, par l'hygiène de vie. En fait, je les guide à avoir une routine et une façon de s'alimenter qui soit adaptée à leurs objectifs, donc leurs objectifs autant sportifs que professionnels du moment, mais qui soit aussi en lien avec leurs contraintes d'organisation, leurs contraintes logistiques, qui peuvent être soit dues à leur travail ou alors parfois à leur famille. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. L'épisode qu'on a préparé, j'ai l'impression que ça va être ça va être le cousin germain d'un épisode que j'ai déjà fait, qui était donc sur la performance et les rapports qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur, les points communs qu'on va avoir entre le fait d'être entrepreneur et le fait d'être sportif. Un épisode que j'ai fait avec Pierre David, et donc Pierre David, c'est un champion de boxe. Alors pied-point, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était de la boxe française. Pierre David, du coup, excuse-moi si jamais je me plante. Du coup, on avait fait pas mal de parallèles entre la carrière de sportif et la carrière d'entrepreneur, et tout ça à travers la préparation mentale. Donc aujourd'hui, on va pas parler de préparation mentale, mais lundi, tu nous as dit justement au Mastermind un mot, une phrase qui m'a impacté, c'est en fait la nourriture, l'alimentation, ça n'agit pas que sur le corps, ça agit également sur l'aspect cognitif et nos performances cognitives, donc la performance au global. Et même ce matin, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger ce matin, ça joue même sur les relations, etc. Et la cible que tu adresses aujourd'hui, moi, elle me parle beaucoup parce que je suis clairement là-dedans.
je suis papa, j'ai 2 enfants, 9 ans et demi, 5 ans et demi, je suis marié. Pour avoir un peu de temps pour moi, je fais du sport. Et je sais que le gros problème dans ma vie, moi, c'est la bouffe. Parce que le mardi soir, comme je te disais, je vais aller picoler avec ma nana, parce que c'est le jour où on fait garder les gamins. Donc on va aller se boire une bouteille de pinard à Saint-Émilion et manger un truc. Donc forcément, c'est pas top. Le mercredi, c'est les nuggets, parce que les gosses, ils ont envie de manger des nuggets et que c'est leur journée. Le week-end, c'est l'apéro avec les copains. Et à côté de ça, je m'entraîne 2 fois par jour pour essayer d'avoir quelques performances au MMA ou voilà, tu vois. Et donc forcément, c'est une galère parce que mon alimentation, elle est pas du tout à l'image de ma pratique sportive, et c'est justement un truc que t'adresses. Toi-même, t'as connu cette phase-là ou t'as toujours été quand même assez rigoureuse? Ah non, alors là, moi, c'était pas ça du tout. Avant d'avoir des enfants, en fait, moi, c'était ma vie, c'était mon travail, hein, donc rien d'autre. Donc ni sport, ni relations sociales, ni rien du tout. C'était dédié au travail. Donc j'étais pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, en fait, ça a complètement changé, et maintenant, j'ai vraiment envie d'être autant performante dans mon travail, parce que maintenant, en plus, j'ai un travail que j'aime vraiment, et que j'ai un message que je veux vraiment porter, donc quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie aussi d'être présente pour mes enfants, d'être présente à 100% réellement, en fait, hein, quand je suis avec eux, d'avoir l'énergie disponible et le mental disponible aussi pour être avec eux. Et également, j'ai envie d'avoir une passion à côté, de pas être uniquement une maman qui bosse, mais aussi d'avoir autre chose, puisque moi, je suis passionnée d'escalade, en fait, donc c'est vraiment mon truc, et j'ai vraiment envie de lâcher aucune de ces sphères-là. Donc pour pouvoir faire les trois et rien lâcher, je suis obligée, en fait, d'avoir une organisation et une hygiène de vie qui puisse me permettre de réussir dans les trois, quoi. Moi, j'ai une grosse croyance par rapport à l'hygiène de vie, et, enfin surtout de l'alimentation. C'est bon, au niveau du sport, je peux pas en faire plus. Dans tous les cas, ça rentre pas, et je pense que je pourrais pas en faire plus. Mais c'est que je me dis toujours, non, mais ma diète, c'est un truc, mais en fait, je suis un animal social. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'aime discuter avec des gens, j'ai besoin de passer des moments conviviaux, etc. Et la bouffe, c'est le ciment de toute relation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est très franchouillard, j'ai l'impression. Alors moi, je suis dans le sud-ouest en plus, donc j'ai l'impression qu'on est quand même c'est le Mordor pour les personnes qui font de la diète. Mais comment tu vois le truc? C'est une croyance forcément, mais voilà. Est-ce que je me trompe? Non, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment très très français, hein, cette histoire de partager un repas, parce que finalement on partage un repas, on dit pas qu'on va pas juste bouffer ensemble, on partage un repas, on partage un moment. Par contre, ce qu'on met dans son assiette, ça a rien à voir avec le moment, quoi. C'est surtout ça, en fait, qui va être un paradigme à changer. De la même façon, tu parlais de Saint-Émilion tout à l'heure, l'alcool social, c'est aussi une grosse problématique, en fait, hein, que ce soit dans la vie de sportif ou d'entrepreneur, parce que on sait que l'alcool, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux autant pour notre corps que notre cerveau, mais finalement, on n'est pas obligé, en fait, de manger des trucs gras, sucrés et alcoolisés pour passer une bonne soirée, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer, en fait, cet état d'esprit, et de se faire plaisir aussi autrement. Mais ça veut pas dire aussi d'abandonner complètement les soirées, hein, parce que tu peux pas avoir une diète hyper carrée, être 100% du temps à manger exactement pile poil les grammes de ce que tu dois manger, parce que là, déjà la vie elle est pas marrante, quoi, hein, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis tu vas pas tenir longtemps, quoi. Donc c'est pas du tout il faut pas tomber dans l'orthorexie, quoi, hein. Donc l'idée c'est plutôt de partir sur un équilibre de 80-20. Je sais que t'aimes bien en plus ce ratio. Noté dans mes notes, hein. J'allais te poser la question à la fin de quels sont les 80. Vas-y. C'est ça. De 80% du temps, d'avoir une alimentation qui soit saine, adaptée à tes objectifs du moment, hein, qui vont être différents selon les moments de ta vie, et 20% du temps, avoir une alimentation un peu plus trash, un peu plus plaisir, et puis te lâcher à fond pour profiter, quoi. Donc c'est quoi? C'est un jour par semaine, en fait? Ça peut être un jour par semaine, ou alors plutôt c'est si à un moment donné tu as un objectif qui est hyper important pour toi, que ce soit un objectif sportif, donc que ce soit une course, une compétition, une voie en escalade, un séjour que tu prépares, ou un objectif professionnel, parce que là tu prépares une conférence, tu te lances dans un gros projet, etc. Tu as besoin d'être à 100% au moment-là. Donc peut-être que pendant ce moment-là, tu vas être beaucoup plus drastique sur ton hygiène de vie, parce que tu as besoin d'être à 100%. Par contre, à d'autres moments, tu vas te la couler un peu plus douce, et puis ça va être un objectif différent, en fait. L'idée, c'est plutôt de naviguer entre les objectifs du moment et ce que tu recherches au moment-là, quoi. Que ce soit vraiment adapté à ton objectif du moment. Moi, je remarque un truc, c'est que quand j'ai vraiment la dalle sans jeu de mots, quand j'ai vraiment envie de cartonner au sport, quand j'ai vraiment, je suis dans une optique performance,
très souvent, en face, je suis dans une optique performance au boulot. Je vois vraiment qu'il y a une corrélation. Alors, je sais pas si c'est ma bouffe, si c'est ou mon état d'esprit global, etc. Et si je dois faire des efforts, je dois les faire à ce moment-là. Très souvent, je me rends compte qu'il y a des périodes où j'ai envie, il y a des périodes où j'ai pas envie. Tu remarques ces cycles-là aussi parmi tes clients. D'ailleurs, je sais pas si on dit client, patient. Je veux pas, voilà, peut-être. Alors, on dit client. On dit client. Donc, tu dis ça à un médecin, tu dis client, il te défonce quoi. Donc, non, voilà, je suis pas médecin, hein, pas du tout. Hein. Donc oui, mais en même temps, on se met aussi dans un état d'esprit. Quand on vise la réussite, on est vraiment l'état d'esprit, on est tourné vers ça. Quand on parle beaucoup de mindset, mais c'est exactement le même que ce soit dans le travail ou dans le sport. En fait, on est tourné vers son objectif, on pense vraiment à ça tout le temps. Donc finalement, tout ce qu'on va faire autour, donc faire attention à son sommeil, donc peut-être laisser en pause la série Netflix, peut-être refuser quelques invitations pendant la semaine, ce qu'on va manger. Enfin, on va être vraiment à fond, autant pour son projet professionnel que son projet sportif. Finalement, c'est assez lié. Et le fait d'être focus, concentré, d'avoir le maximum de sa clarté mentale à ce moment-là, bah, ça va nous servir dans les deux, finalement. Parce que finalement, c'est exactement les mêmes objectifs de performance, de réussite, d'endurance aussi. Hein. On travaille son endurance en sport, mais quand on mène un projet professionnel, c'est pareil, il faut être endurant parce que c'est un projet qu'on va mener sur la longueur. Donc, c'est exactement la même chose et c'est les mêmes processus physiques et mentaux, finalement. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des choses, moi j'ai tendance à le faire naturellement, mais enfin je te demande qu'est-ce que tu penses, mais tu nous l'as un petit peu dit mardi au Mastermind, du fasting, parce que c'est un truc, quand moi je bosse beaucoup, j'ai tendance à me mettre en fasting, c'est-à-dire à ne manger qu'une fois par jour, et j'ai un peu l'impression que ça décuple mes capacités, mais je sais pas sur le temps, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a pas un truc placebo derrière ça? C'est toi, je crois que t'aimes pas trop cette méthode-là, donc. Bah, en fait, le corps, il a pas besoin de trucs extrêmes, il a pas besoin d'extrémisme ou de super régime à la mode ou du dernier truc qui vient d'être trouvé. En fait, il a besoin d'équilibre. Vraiment d'équilibre, hein. On appelle ça l'homéostasie, c'est le fait pour le corps de s'adapter et de rester équilibré quel que soit l'environnement. Donc finalement, le fait de le faire jeûner, ça correspond pas vraiment à ça. Si on est dans une période d'entraînement intensif en sport, c'est clairement pas le bon moment parce qu'on va avoir besoin de carburant toute la journée, on va avoir besoin de récupérer, donc de réparer des muscles, des tendons, des ligaments qui ont été abîmés pendant la pratique. Et c'est la même chose finalement quand on est dans un projet professionnel. Si on n'a pas assez de carburant, on va pas pouvoir tenir sa concentration et sa vigilance assez longtemps. On a parlé du coup pendant le mastermind aussi des protéines, par exemple, un petit déjeuner protéiné, et donc l'importance des protéines parce qu'elles sont en fait, les neurotransmetteurs sont fabriqués à partir de protéines. Donc, les neurotransmetteurs sont les hormones qui vont réguler notre humeur et notre motivation. Hein. On entend parler souvent de dopamine, sérotonine, etc. Donc, pour ça, on a besoin de protéines. Si on n'en a pas le matin, on va avoir du mal à synthétiser de la dopamine qui va être notre starter du matin. Donc, quand on démarre sur un projet, c'est un peu compliqué. Après, j'ai aussi des clients en fait qui jeûnaient aussi le matin, en fait, qui faisaient du jeûne intermittent et qui déjeunaient pas le matin. Alors souvent, ça part d'une commodité aussi, hein, parce qu'on n'a pas le temps le matin. Alors souvent, pendant un temps, ça va fonctionner. Parce qu'on va avoir ce petit effet dopant, mais qui va pas forcément durer sur le long terme. Et ce qui est important, c'est surtout de savoir reconnaître les signes de son corps et savoir quand c'est plus adapté. J'avais un client, par exemple, qui avait fait ça, qui faisait ça depuis très longtemps. Hein. Il déjeunait pas le matin et ça lui convenait, c'était parfait. Sauf qu'à un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé un peu plus au bord du burn-out et fatigué et vraiment avec de lourdes charges émotionnelles. Et en fait, là, ça lui convenait plus du tout. Donc, il a rétabli son petit déjeuner pendant quelques mois. Le temps de dépasser cette phase, il allait beaucoup mieux. Et après, il peut reprendre son rythme si finalement ça lui convient. Mais après, ce qu'il faut pas, c'est de se lancer dans le dernier régime à la mode ou le truc en se disant ça va résoudre tous mes problèmes en fait. Hein. Le corps a vraiment besoin d'équilibre. Donc plutôt que d'éliminer des repas, il vaut mieux travailler sur la constitution de chaque repas et la construction de son assiette et des quantités qu'on apporte régulièrement. En ce moment, dans la sphère entrepreneuriale de tous les influenceurs à la mode, c'est le biohacking, le mot. T'entends plus parler de biohacking que de marketing, et bon, pourquoi pas. Mais du coup, là-dessus, toi, t'as une approche différente. Déjà, tu vas t'adresser à des. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais tu t'adresses plutôt à des gens qui vont essayer d'avoir
une hygiène de vie dans la vie réelle, j'ai envie de dire, pas dans des phases extrêmes où je bouffe 25 000 compléments par jour et en fait je dors toutes les 20 minutes, je dors enfin des trucs qui sont intenables. C'est ça, c'est pas du tout tenable sur la durée. Moi, ce que je transmets, en fait, c'est les connaissances les connaissances théoriques et les connaissances de son propre corps pour savoir adapter ensuite son hygiène de vie à ses besoins du moment, parce qu'ils vont changer au cours de ta vie. À un moment donné, tu vas être focus sur un projet, focus sur une compétition sportive que tu prépares. À un autre moment, tu vas être en vacances. À un autre moment, tu auras le moral plutôt un peu down. À un autre moment, tu vas être blessé, tu vas vieillir. Tout va changer, en fait. Donc, si tu gardes la même chose tout le temps en te disant c'est le truc que j'ai appris, j'ai un plan nutritionnel et je vais faire ça parce que j'ai lu que ça marchait, c'est pas possible, ça marchera pas toute la vie. Et quand j'entends parler de biohacking, alors ça me fait très rire, j'ai vu des posts sur LinkedIn là-dessus, genre des entrepreneurs, je sais plus le nom, qui donnaient en fait leurs super tips biohacking pour être performant. En fait, ils disent que en fait ça base sur le sommeil, l'hygiène de vie, pas boire d'alcool et une alimentation équilibrée. En fait, c'est juste ce dont l'être humain a besoin en fait pour survivre et pour vivre. C'est pas du biohacking, ça c'est juste les besoins de base de l'humain. Donc en fait, je pense que revenir déjà à cette base avant de trouver le hack, le complément ou le super régime en fait qui va résoudre des problèmes par magie, ce serait quand même déjà énorme et on verrait déjà énormément de différences. Mais tu sais, ce truc-là, là, de chercher des hacks et tout, c'est un peu un running gag, parce que même dans mon boulot de marketing, tu sais, c'est très souvent, tu veux vendre une prestation de marketing à quelqu'un, que ce soit du conseil ou de la presta ou peu importe, tu vas lui dire, attends, non, mais c'est le hack, c'est la stratégie du moment. Et très souvent, en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est de revenir au basique, de retravailler le positionnement, de travailler sur des choses très fondamentales, et qui vont du coup résoudre le truc. C'est vraiment le côté, on peut bâtir n'importe quoi, mais il faut des fondations solides, quoi. Et donc c'est un peu dans tous les métiers, tu sais, la recherche, tu vois, de la recette, le Messi, tu vois, on l'attend toujours depuis un petit moment dans notre civilisation, et donc j'ai l'impression que à travers ton expertise ou la mienne, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, quoi. Et puis en plus au niveau quand on parle de biologie, la biologie humaine, l'humain, il va pas évoluer à cette vitesse-là, quoi. Donc avant d'avoir une évolution qui nécessite de changer de régime alimentaire, il va falloir attendre un petit moment quand même. Donc ça sert à rien d'aller chercher un truc miraculeux ou un changement fondamental. Il faut juste revenir à ce dont on a vraiment besoin, quoi. Mais après, c'est pas forcément. Alors c'est simple parce que finalement c'est des bases, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce que finalement il y a pas mal de choses à déconstruire et des habitudes aussi à déconstruire. Il y a plein d'informations qu'on peut lire dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même des gens qu'on côtoie qui ont entendu des choses et tout de suite c'est vrai que on va se dire mais là, ça marche et ça va être facile en plus, je vais trouver le truc qui sans effort va me faire gagner 10 ans, gagner quelques secondes en performance sur ma course. Enfin voilà, alors qu'en fait en vrai, c'est pas vraiment possible, quoi. Il vaut mieux travailler sur la durée et trouver quelque chose qui soit durable dans le temps et qui nous serve toute notre vie avant d'essayer de trouver la pilule miracle, quoi. Ouais, c'est ça, mais quand tu cherches la pilule miracle comme tu dis, c'est souvent que tu veux pas, c'est que tu refuses l'introspection. Tu cherches pas le truc. Et moi enfin, aujourd'hui, je sais je crois comprendre comment il faudrait que je m'alimente. Mais je sais fondamentalement que j'ai pas envie de faire l'effort. J'ai juste pas envie de, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait, en fait, qu'il faudrait manger plus de légumes et boire moins d'alcool, Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas se dire, ah ouais, je le savais pas, quoi, C'est pas comme la clope, quand on fumait dans le temps dans les bagnoles avec les gamins à l'arrière. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ça, qu'on le sait. Par contre, c'est vrai que, pour tous mes clients, c'est le cas, on sait pas comment le mettre en œuvre. Comment je fais concrètement en fait pour faire ça? Je sais que c'est bon pour moi, mais comment je fais? Parce que j'ai pas le temps de faire des courses, j'ai pas le temps de réfléchir à ce qu'on va manger ce soir. Quand je rentre à la maison le soir, je rentre tard, il faut faire les devoirs, faut donner la douche, etc. J'ai pas forcément le temps de faire à manger, donc tout de suite on pense que c'est infaisable en fait, que ça va prendre du temps et que s'il faut travailler son hygiène de vie, etc. Va falloir aller faire ses courses dans 50 magasins, faire sa sauce tomate, etc. Mais en fait, moi je fais pas ma sauce tomate, j'ai pas le temps. Et puis faire les courses, Donc, il y a d'autres solutions qui existent, quoi. Mais justement, là, tu parles, parce que bon, toi, tu as axé ton travail sur la performance, que ça soit professionnel ou que ça soit dans le sport. Ou d'ailleurs, enfin, c'est pas un ou, c'est un et. Mais là, on est parti un peu plus large, on parle même de santé publique, là, en fait, au final. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté doudou, tu vois, on compense quelque chose par la bouffe. Et donc,
Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça pendant un moment. Ça l'est même encore pas. J'ai des rechutes. Mais j'ai l'impression on a quand même les troubles du comportement alimentaire. Je sais pas le pourcentage de personnes touchées de la Énorme. population. Ouais. En fait, ouais, c'est vrai que l'alimentation émotionnelle, c'est un point vraiment très très important. Et si on a vraiment du mal à contrôler son apport en nourriture, qu'on fait vraiment des crises où on va de boulimie, en fait, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et à travailler. En fait, pourquoi est-ce que je mange, quoi? En fait, on va vraiment. J'ai certains clients avec qui je travaille vraiment cet axe-là parce qu'ils se mettent à manger à certains moments alors qu'ils n'ont pas faim, qu'ils n'ont pas de besoin. Alors, on va aller chercher la cause. Pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie, parce que je suis stressée, ou parce que je m'installe à mon bureau et c'est l'habitude d'ouvrir le tiroir, il y a des trucs dedans, ou alors parce que tiens, il y en a un qui passe le matin, il a acheté des croissants et distribue à tout le monde, mais en fait je viens de déjeuner, j'ai pas faim, mais bon, je le prends quand même. Ou alors parce que le dimanche midi, t'es à table avec toute la famille et puis mamie, elle te demande si tu veux de la blanquette, tu dis oui parce qu'on va quand même pas refuser. On se retrouve à manger à certains moments alors que on n'en a pas forcément envie ni besoin. Et ça, c'est un gros travail à faire. Tu parlais tout à l'heure en fait du fait de se retrouver et de partager de la nourriture. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est que on n'est pas obligé de manger ce qu'on veut pas manger finalement. Pourquoi est-ce qu'on nous forcerait? Finalement, on a aussi besoin du consentement dans dans ce domaine. On parle beaucoup de consentement en ce moment, mais c'est la même chose en fait. Te forcer à te resservir, à te resservir un verre, mais si, vas-y, ou alors aller chercher la bière de récup après la course ou après l'entraînement, parce que attends, tu vas pas partir sans la bière de récup quand même. On est là pour ça. T'es pas obligé en fait d'accepter quoi. Donc ça, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a un paradigme un peu à changer. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs sur l'alcool qui commencent à arrêter totalement. Alors moi, j'en suis pas là, pas du tout. Moi, j'aime bien la bonne bière, le bon vin, tout ça. J'en suis pas là. Mais il y a des gens qui stoppent totalement. Et je pense que ça fait de plus en plus son chemin en fait chez tout le monde, le fait qu'on n'est pas obligé en fait de manger des plats gargantuesques, de boire énormément pour partager, pour passer un bon moment. On peut faire autrement quoi. Et prendre du plaisir aussi. En fait, c'est un travail aussi que je fais avec mes clients. Si on aime bien manger, et on se dit ouais, mais si elle va me faire manger de la salade et des épinards, en fait, moi j'ai horreur de ça et ma vie, ça va être nul quoi. Alors qu'en fait, il faut trouver d'autres choses, d'autres types de cuisine, de recettes, d'aliments qui nous plaisent en fait. Quand tu fais cette recherche un peu et que tu vas vers des aliments un peu nouveaux, tu découvres plein de choses. Surtout, chez nous en France, on a quand même le choix entre énormément d'aliments différents, et tu vas trouver finalement d'autres trucs que t'adores. Finalement, tu vas peut-être te rendre compte que les épinards, t'adores ça, quoi. Et tu vas manger peut-être des orties, t'aurais jamais mangé des orties. En fait, c'est trop bon, quoi. Une omelette aux orties, aux champignons, c'est mon kiff maintenant. En fait, j'ai des clients, en fait, pour qui ça arrive, en fait. Et du coup, tu transfères, en fait, sur quelque chose qui est plus sain pour toi. Après, ça résout pas quand même le problème de la faim émotionnelle et du travail que t'as à faire là-dessus si tu manges pas au moment où tu en as réellement besoin. Ouais. Et comment toi quel serait le conseil que tu pourrais nous apporter pour déjà changer une habitude, parce que très souvent c'est de la routine. Si on fait plein de choses, c'est souvent c'est pas rationnel quoi. C'est juste par coutume quoi. Et donc comment tu verrais le management de ça? Tester. C'est vraiment ce que je fais avec mes clients, parce qu'il y en a beaucoup avec qui j'ai du mal. Ah non, mais ça, non, je suis sûre que non. Mais non, il faut tester. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer sur quelques jours, quelques semaines. Alors ça dépend après du point à travailler. Si tu l'essayes et que tu vois une différence, tu continueras. Ça c'est clair. C'est vraiment la seule solution. Je vais pouvoir te balancer toutes les théories que tu veux. On peut lire des études scientifiques, etc. Ce qu'on a envie pour voir des résultats. Il faut le sentir, en fait, le sentir soi-même. Pour pouvoir l'appliquer après quoi. Si je te dis qu'en mangeant de cette façon-là, tu vas avoir plus d'énergie, quand tu vas aller à ton entraînement, en fait, tu iras plus longtemps et à la fin, tu feras les mêmes performances qu'au début au lieu d'être complètement rincé à la fin, que quand tu vas te lever le matin, tu seras vachement plus motivé, tu vas pas être crevé. Quand tu rentreras le soir, tu seras pas aussi complètement à plat et finalement tout ce que vont te dire tes gamins, ça va t'agacer au plus haut point quoi. Et tu continueras à le faire parce que ce sera quand même vachement mieux dans ta vie quoi. Mais il faut vraiment le tester quoi. Il faut pas croire sur parole, mais vraiment faire le test et le ressentir pour pouvoir après l'appliquer quoi. Et les objectifs, est-ce que tu penses que, alors toi
par exemple, je sais pas, je veux améliorer mes performances. Est-ce que il y a un critère de succès, un indicateur de réussite que je devrais me fixer? Est-ce que je dois timer tout ça? Parce qu'on se dit souvent dans le business, quand on se fixe des objectifs, il faut que ça soit, il faut qu'on ait des critères des OKR, il faut qu'on ait des critères de succès vraiment bien définis et des paramètres endogènes, des paramètres qu'on maîtrise à 100%. Et tout ça timer dans le temps pour donner une échéance. Ça peut te donner une motivation, par exemple, savoir que on est 18 septembre où on enregistre. Le 30 septembre, c'est la fin du trimestre, donc il nous reste en gros 10 jours pour finir 10 jours pour finir notre trimestre. Donc forcément, ça challenge. Là, on voit là que les équipes, ça se bouge, etc., etc. Et donc du coup, est-ce qu'il faut avoir le même, il faut manager notre performance sportive et personnelle de la même manière? Complètement. En fait, en coaching avec mes clients, je travaille de la même façon. Donc, on travaille sur une plage de temps de 3 mois parce que je pense que c'est au moins ce qu'il faut pour changer des nouvelles habitudes, pour tester des choses, etc. Et on fixe des objectifs chiffrés. Donc, alors, est-ce qu'ils sont là pour faire une meilleure cotation d'escalade, pour diminuer un temps sur une distance en course, donc avoir quelque chose de chiffré et de mesurable, mais aussi avec un rêve et un objectif plus loin. Tu vois, parce qu'on a tous finalement, on a ce qu'on est capable de faire à un temps T, mais on a aussi le petit rêve qui traîne dans un coin de notre tête et celui qui va nous faire avancer. Tu vois, tiens, moi, ce que je rêve, c'est de m'inscrire à tel trail, c'est d'aller faire telle ascension, c'est de gagner tel match. Ça, c'est mon rêve dans mes rêves les plus fous, mais j'en parle pas vraiment, tu vois. Mais c'est celui qui va te tirer aussi vers le haut et te permettre de continuer. Donc, on travaille vraiment avec ces deux niveaux. Ce petit rêve-là en post-it qui va te faire rêver et te traîner, et tes objectifs chiffrés, alors de mois en mois, petit à petit, c'est pas d'un coup, en fait, c'est pas possible de transformer complètement ta façon de vivre et ta façon de t'alimenter en un mois. Donc on a des étapes avec des objectifs chiffrés, quoi, et au bout desquels tu dois voir des résultats. Ouais, hyper intéressant. En fait, c'est les mêmes mécanismes que quand on développe un business, c'est la même chose. Ça me parle beaucoup. Avant de donner le 20-80, etc., je fais un peu de teasing pour que les gens y restent jusqu'au bout, mais est-ce qu'il y a, toi, t'as bossé dans l'industrie, agroalimentaire. Moi, j'avais deux questions, donc je vais condenser mes deux questions pour t'en donner qu'une. Qu'est-ce que tu penses des mouvances vegan ou paléo ou tous ces trucs-là où il y a de la diète, mais il y a aussi c'est presque politisé, etc. Et puis toi, t'as aussi connu l'industrie agroalimentaire, t'as bossé dans une grosse boîte là-dedans, t'as commencé ta carrière là-dedans, je crois. Et donc t'as vu forcément des dérives et peut-être des choses qu'on nous dit qui sont fausses ou vraies, enfin j'en sais rien. Toi, sur ce que l'on consomme, ce que l'on ingère, les différentes choses que l'on achète, le bio, pas le bio, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est pour le coup, je crois qu'on en a jamais discuté tous les deux, ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, l'extrémisme, c'est jamais bon pour le corps. Donc c'est vrai que tous ces régimes qui enlèvent toute une catégorie d'aliments, en général, tu vas voir des carences. Donc ça, c'est clair et net. Donc, par contre, le véganisme, c'est vraiment éliminer toute source tout aliment de source animale. Mais après, tu peux être végétarien sans être végane, et tu peux être végétarien et un sportif très performant. Après, ça demande quand même beaucoup plus de connaissance des aliments et de vigilance, parce que tu vas devoir construire tes assiettes beaucoup plus finement et savoir ce que tu manges chaque jour pour avoir assez de protéines, assez d'autres minéraux que tu vas moins trouver finalement dans les végétaux. Donc ça, c'est possible, mais il faut le faire correctement en fait. C'est un truc d'initié, quoi. Ouais, j'ai eu parfois des clients qui ont voulu passer le pas, devenir végétarien, ils ont juste supprimé la viande. Ça marche pas, en fait. Il faut remplacer par quelque chose. Il faut vraiment modifier complètement sa façon de s'alimenter. Ou alors, qui ont supprimé la viande et qui l'ont remplacé par des steaks de soja. Tu vois, ils achetaient ça en gros, mais finalement, c'est de l'alimentation transformée, ça. Tu vas manger beaucoup trop de soja. Alors que finalement, un des piliers de l'alimentation, c'est la variété, l'équilibre et la variété. Donc finalement, si tu manges le même steak de soja tous les jours, tu n'auras pas cette variété, tu mangeras trop de soja, et en plus, c'est un aliment transformé. Donc est-ce que c'est vraiment meilleur pour toi? Donc vraiment, tous ces régimes extrémistes, c'est quand même, je suis pas forcément pour. Après, il y a des bénéfices dans certains cas. En général, c'est dans le cas de certaines pathologies, par exemple, en fait, tu peux avoir des régimes qui fonctionnent très bien, mais si tu n'as aucune pathologie, en général, il n'y a pas forcément besoin de cet extrémisme. Après, dans notre société, on mange quand même beaucoup trop de viande. Tu vois,
c'est clair que le repas français, donc tu parlais tout à l'heure un peu de la matrice française, le repas français, c'est de la viande et des patates à chaque repas, quoi. Tu vois, t'as des féculents et une viande matin, midi, soir, tout le temps. Enfin, au moins le midi et le soir, sinon c'est pas un repas, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas forcément nécessaire. Donc, c'est pas nécessaire pour notre corps de manger autant de viande. Et d'un point de vue environnemental, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi cette problématique environnementale et d'écologie avec laquelle il faut faire et qui nous demande finalement d'être un peu plus végétal dans notre assiette. Après, ça veut pas dire de faire venir des aliments de l'autre bout du monde, tu vois. Parce que si c'est pour manger des noix de macadamia et des avocats, des l'huile de coco ou je sais pas quoi toute la semaine, hein, t'as des superbes assiettes végétariennes, ça fait des super photos Instagram, hein, l'avocat, mais par contre au niveau de l'impact environnemental, c'est pas ça, quoi. Donc vraiment, moi je suis pas du tout pour ça et c'est pas du tout ce que je partage avec mes clients. Je pense qu'il faut faire pour soi, mais aussi pour les autres et pour le futur, quoi. Peut-être parce que j'ai des enfants aussi, hein, mais voilà, il y a plusieurs choses à réfléchir. Et en ce qui concerne le bio, alors au début, c'est vrai que moi j'achetais vraiment le maximum bio, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, en fait, je suis un petit peu revenue de ce truc-là parce que finalement, c'est un label. Un label qui reste un label, qui est contrôlé une fois par an. On contrôle la traçabilité finalement dans un label bio, qui va pas forcément être le truc le plus parfait en fait. C'est pas ça qui va te dire que tu auras la meilleure densité nutritionnelle dans tes aliments. C'est pas ça qui va te dire que ça a été fabriqué dans des bonnes conditions. Enfin, ça suffit pas. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est de privilégier ce qui est local. Plus c'est près de chez toi, plus c'est dense nutritionnellement parce que en fait, ça n'a pas voyagé. Le problème aujourd'hui, alors qu'on voit surtout sur les fruits et légumes, hein, c'est que ça pousse très loin, dans des pays très éloignés, dans des sols qui ont été lavés par de l'agriculture intensive. Du coup, en fait, toutes les vitamines et les minéraux qu'il devrait y avoir dans tes légumes, tu vois, le truc que t'achètes en te disant « Ah, je vais manger du brocoli, ça va être trop bon pour moi, plein de vitamines et de minéraux. » Une fois qu'il arrive chez toi, après être passé par le marché de Rungis, par l'entrepôt du supermarché, le supermarché et ton frigo, il reste plus grand-chose, quoi. Donc le choix, il est plutôt local. Et en plus, si c'est local, tu peux aussi aller voir de quelle façon travaillent les producteurs. Parce que finalement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font le choix de pas passer la certification bio, parce que ça a un coût, mais qui par contre travaillent vraiment correctement. Donc ça, il faut se poser la question de ce qu'on mange, quoi, de où est-ce qu'on met notre priorité. De comment on peut allier ces priorités, parce que c'est jamais parfait en fait, hein, tu peux jamais avoir le truc qui soit local, bio, etc. Enfin ou alors t'es bien tombé, hein. Tu peux aussi aller chercher régulièrement parce que s'il faut faire ses courses chez 5 producteurs dans la semaine, c'est pas possible non plus. Donc c'est vraiment de faire au mieux, mais en prenant conscience de ce que t'achètes, quoi. Pas de prendre le truc comme ça vite fait et du bon sens en fait après. Ouais. On remet du bon sens dans la consommation, ce qu'on a perdu depuis un petit moment quand même. C'est ça, se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi, en fait, pour ma santé? Est-ce que c'est bon pour la santé de mes enfants aussi? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que écologiquement, ça veut dire quelque chose d'aller acheter des haricots verts bio du Kenya, quoi, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est le truc qui me... Mais bon. Mais ça me parle de fou parce que l'audience de ma chaîne, bon, on a, je pense pas qu'on ait beaucoup de véganes, c'est pas l'ambiance globale de la chaîne, etc. Mais maintenant, nous, il y a un agriculteur juste à côté qui vend des paniers de légumes à côté de la maison. Aller faire ça, c'est plus un truc de hippie avec des poils sous les bras et machin. Il y a plein de mecs, de bons gros droitards, tradis, etc., bons gros viandards qui font ça parce qu'en fait, et c'est devenu, d'aller dans des, j'ai oublié le nom, mais dans des coopératives là où tu sais où t'as tous les agriculteurs qui viennent amener le truc et tout. Bon, en fait, c'est absolument génial. Alors c'était un petit peu un truc, un truc de marginaux il y a quelques années pour le marginaux. Alors c'est un mot qui est, voilà, pour le commun des mortels. C'était à la marge. Dans ce sens-là, il faut le comprendre. Mais maintenant, c'est devenu un truc hyper répandu, même dans les sphères qui étaient à l'opposé de ça, très viandardes, etc. Et j'ai l'impression que ça. Et nous, par exemple, on mange moins de viande à la maison, mais pas parce qu'on devient vegan, loin de là, mais juste parce que en fait, on arrête de manger de la merde. Et donc, de temps en temps, on va s'éclater une côte de bœuf. Voilà. Par contre, c'est une côte de bœuf qui vient
d'un artisan boucher qui s'est lui-même servi chez un agriculteur du coin, etc. Mais par contre, les steaks Charal qui viennent de je sais pas où ou Charal ou autre chose d'ailleurs, hein, mais voilà, qui sont pleins d'eau, etc. C'est dégueulasse. Et donc ça, juste en arrêtant ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est du bon sens en fait. Bah, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour ta santé, parce que finalement ça te fait moins de mal, et en plus ça te fait du bien, parce que t'as les minéraux, les vitamines que t'es venu chercher, et en plus c'est meilleur au goût. Bah, je veux dire, pour faire manger du brocoli à des gamins, s'il est dégueulasse, c'est même pas la peine, quoi. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, si tu commences déjà par là, des poêlés surgelés, enfin, c'est pas la peine, quoi. Ils en mangeront pas, puis bah, faut pas s'étonner, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment que ce soit aussi bon gustativement, quoi. Et justement, toi, en ayant bossé dans l'industrie agroalimentaire, c'est quoi les pires trucs que t'as vus? Alors, sans faire du sensationnalisme, mais c'est quoi les trucs les plus, les trucs qui t'ont surpris le plus et qui pourraient nous surprendre aujourd'hui? Non, bah après, j'étais responsable qualité, donc je vais rien balancer, hein. Alors, chez les concurrents, bon, on n'a pas dit chez qui tu bossais, mais non, il y avait genre moi, mon avocat, sa femme, elle a bossé pour la famille de chez des gamins qui se sont étouffés avec des knackis, par exemple, un truc horrible. Et ça, par exemple, c'est une merde absolue. Il y a rien de, ça ne sert absolument à rien, quoi. Par exemple, ça, elle nous a raconté de ces trucs. Ils avaient vu de ces trucs pendant les enquêtes qui étaient juste dingues. Et donc voilà, bon, tu veux pas balancer, on ira. Voilà, mais après, enfin, les gens ont vraiment cette image de l'industrie agroalimentaire, mais en fait, c'est nous, hein, qui achetons. Hein. C'est toi qui fais des courses et qui achètes les knackis. T'es pas obligé, quoi. Moi, j'achète pas de knackis, j'achète pas de surimi. Voilà, pour moi, c'est pas de la vraie nourriture. Et ça, du coup, je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours aimé bien manger la vraie nourriture. Donc ça, pour moi, c'est pas de la vraie nourriture. Donc voilà. Mais après, c'est pas pour ça que j'achète pas des cordons bleus pour les gamins de temps en temps ou qu'on va pas de temps en temps chez McDo aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le temps. Mais simplement, si je trouve que c'est de la merde, je l'achète pas, quoi. Ok. Bon, justement, tu me fais une transition toute trouvée. Je me suis noté le dilemme des nuggets. Alors c'est justement ça. Nuggets. Bon, moi le mercredi j'ai le droit, j'ai du chantage affectif de la part de mes gamins. Voilà. Moi je vois bien que t'es le meilleur cuisinier de la maison parce que c'est toi qui fais le mieux les nuggets et les patates rissolées, c'est comme à la maison, ouais. Ouais, exactement. Mais alors, c'est exactement ça. Ben, voilà, moi je sais même pas faire bouillir de l'eau, donc au moins comme ça c'est réglé. Mais donc du coup le dilemme des nuggets. Bon, quand on est là, je vais te poser 3 questions. On va on va les traiter en mode voilà. Je dois bouffer avec mes gosses. J'ai un repas d'affaires, j'ai un repas de business, et ensuite, j'ai un repas en amoureux. Qu'est-ce que tu me conseilles, le 20-80 de tout ça, et qu'est-ce que tu me conseilles? Après, pour les gamins, les nuggets, c'est pas forcément les nuggets achetés, hein. En fait, tu peux faire des filets de poulet au four. Et en fait, c'est très bon aussi. En fait, chez moi, ils adorent aussi. En fait, ce qu'ils aiment pas en général dans la viande, c'est que c'est dur, t'as du mal à mâcher. Mais finalement, si tu les fais mariner avant dans une petite marinade avec, je sais pas, un peu d'huile d'olive, un peu de sauce soja par exemple, et puis du paprika doux, tu vois, tu les mets au four. En fait, ils adorent ça, hein, les miens. Du coup, c'est très sain, il y a pas du tout de souci. C'est très tendre à manger pour les enfants qui ont du mal avec les morceaux, et ils adorent ça, tu vois. Et finalement, ça t'a pas pris beaucoup plus de temps, quoi. Donc là, pour les nuggets. Mais après, ça empêche pas de temps en temps de manger des nuggets quand même, hein. Bon, dans ma perf sportive, ça va pas me flinguer mon entraînement du jeudi matin si je mange des nuggets le mercredi soir. Après, t'es pas obligé d'en manger non plus 50, tu vois, dans ton assiette. Un poulailler, ouais. C'est ça, c'est aussi la quantité, quoi. Si de la moitié de ton assiette, en fait, c'était quand même de la salade verte, et puis que t'as un quart de féculents et puis un quart de nuggets, en fait, ça va quand même bien se passer, tu vois. C'est aussi sur la quantité, on n'est pas obligé de faire le truc complètement déconnecté, quoi. Ok. Bon, pour les enfants, ça va. Donc, on peut s'en sortir. Il faut juste pas déboîter un poulailler entier. Ouais. En gros, il faut pas devenir un renard, quoi. Ok. Ça, d'accord. J'ai noté. Repas de business. Je dois aller déjeuner avec mon pote Jean Laplace mercredi prochain. Il adore le Jet 27. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte son digestif ou pas? Moi, en fait, quand tu parles de déjeuner professionnel, si tu déjeunes par exemple avec un client, en fait, le fait que tu boives pas d'alcool, à mon avis, il le prendra plutôt bien. En fait, c'est pour garder ta vigilance et pour être plus opérationnel. Enfin, moi, je trouverais ça complètement normal, en fait, qui se prennent pas 4 apéros, quoi. Moi, si je veux discuter avec quelqu'un avec qui je bosse et que il se prend déjà 4 bières au départ, je me dis bon, on va pas aller loin aujourd'hui, quoi. Hein. Toi, tu viens en Lorraine, tu vis pas à Bordeaux, c'est pour ça que Après, ouais, peut-être. C'est à Bordeaux, tu demandes un repas sans viande, il dit non, mais il y a une salade César, tu vois. Et pour eux, le poulet, c'est pas de la vraie viande. Donc, tu vois,
Quoique maintenant, avec les Parisiens qui débarquent, on s'habitue, mais ouais. Ok, cool. Et du coup, si j'ai un repas entre amoureux avec ma femme, voilà, est-ce qu'il y a un hack, il y a un truc. Je pense que c'est le plus facile des trois quand même, parce que tu peux aller sur un petit poisson, un truc comme ça, ça peut le faire quand même. Bah, si tu vas au restaurant, oui, c'est sûr que ton choix, bah, c'est toi qui le fais. Tu prends un poisson, tu prends des légumes. T'es pas obligé de prendre un dessert à chaque fois non plus. Mais plutôt que de faire ça, tu peux aussi faire un petit pique-nique sur les quais, hein, Bordeaux. Hein. C'est aussi hyper sympa. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà été faire des pique-niques là-bas. C'est quand même un coin qui est pas mal sympa. Ou même dans la campagne, hein, près de chez toi, et vous faites un pique-nique et vous maîtrisez ce que vous mangez. Puis vous êtes au calme et tout, et vous passez aussi un bon moment, quoi. Bon, très bien. Bon, ça c'est pour le côté vie perso, mais du coup, comment je manage ma performance sportive? Qu'est-ce qui va être pour toi le plus alors j'imagine qu'il y a des étapes, c'est des étapes de par rapport à ma préparation, etc. Mais dans mon quotidien d'entrepreneur, quels sont tes conseils pour justement avoir une alimentation qui me permet d'aller performer, qui me permet de donner de l'énergie, mais qui ne va pas qui ne va pas me porter préjudice? Si là, comme ça, toi, par exemple, je sais pas, demain, tu vas grimper, ou vendredi, tu vas grimper, t'organises comment ta semaine par rapport à l'alimentation? Ah bah du coup, ça va être une semaine où je vais faire un peu plus attention parce que si je pars grimper tout le week-end, par exemple, hein, parce qu'on est nombreux hein, à faire ça. Hein, la semaine, tu fais rien, tu t'entraînes pas, tu bosses, et puis finalement tout le week-end tu vas grimper hein, en mode week-end warrior. Bah si tu t'es pas préparé la semaine, ce que tu vas faire le week-end, ça va pas être terrible. Donc faut déjà aménager son sommeil. C'est sûr que c'est pas la semaine où tu vas accepter les sorties, où tu vas passer la soirée devant Netflix, parce que c'est un point hyper important. Et dans ce que tu vas manger, bah, c'est pareil, hein, il faut garder quand même un équilibre alimentaire, il faut avoir pas mal de légumes dans ton assiette, il faut pas partir sur 3 fois de la raclette dans la semaine. Il va falloir te préparer, parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que tu vas manger tout le temps. C'est parce que ce que tu vas manger finalement tout le temps, c'est plus important que ce que tu manges une seule fois, quoi. Donc il suffit pas de se dire bah la veille de l'entraînement, le jour de l'entraînement, je fais gaffe, et le reste du temps bah voilà quoi, je me lâche quoi. Ça va pas suffire. J'ai un peu l'impression dans ce que tu me dis que c'est en fait, t'as le droit d'être, enfin, en gros, t'as plutôt des mauvais points si tu manges des trucs. Ah, on a une surprise sur le, trop bien. Moi, j'enferme mes chats, mais du coup, la dernière fois, ils ont miaulé, les gens me demandaient où ils étaient. On a un petit invité. Du coup, j'ai un peu l'impression que c'est il faut surtout pas marquer de mauvais points avant de partir. C'est-à-dire que si tu tapes une raclette la veille d'un match de rugby ou d'un combat voilà, ça marchera pas quoi. C'est clair. Non, et puis c'est surtout d'avoir cet équilibre. Donc la plupart du temps, 80% du temps, que ce que tu fasses, ça serve ton objectif finalement, que ce soit ton objectif sportif ou professionnel, que tu manges correctement, sainement, et quelque chose qui soit adapté finalement à ton objectif la plupart du temps, et que tu te lâches une fois de temps en temps. Mais après, le moment où tu as ta compétition, le moment où tu as ton match, le moment où tu vas aller grimper, bah c'est sûr que il faut faire attention. Ça dépend si tu veux performer ou pas. Après, ça peut être aussi un week-end où tu vas délirer avec les potes au bord de la falaise, tu vas surtout discuter et tout. Enfin, c'est pas là que tu vas vraiment faire de la performance. Ouais. Mais si tu vas en te disant, bah, j'y vais et je veux vraiment performer, et cette voix, je veux l'envoyer. Ou alors, si tu as un match et que tu veux vraiment le réussir, c'est pas le truc entre amis du week-end. Il faut t'en donner les moyens, en fait. Il y a rien qui arrive, rien n'arrive sans rien, quoi. Ce sera pas magique. Et au niveau de la préparation, tu penses qu'on peut changer ses habitudes et commencer à performer par la nourriture? On parle pas de l'entraînement, l'entraînement physique et technique à côté, mais mes habitudes d'alimentation, mes habitudes de sommeil, etc. Je peux les améliorer et voir les premiers résultats au bout de combien de temps? Ah, mais mes clients en général, ils voient des choses au bout d'une semaine, en fait. Au bout d'une semaine, en fait, quand on fait le bilan de ce que tu vas manger, on travaille avec un journal alimentaire, en fait, qui remplissent sur au minimum 7 jours, et après qui vont remplir au continu pour que je puisse suivre un peu leur façon de s'alimenter par rapport au moment d'entraînement, etc. On va dégager les axes principaux, le truc sur lequel tu vas travailler prioritairement, qui va te permettre en plus de gagner le plus tout de suite. Un truc facile qui puisse te faire gagner quelque chose tout de suite pour te donner envie aussi de continuer, tu vois, voir que... Ouais, c'est ça, il faut gamifier un peu le truc, quoi. Ouais, voilà.
Et du coup, au bout d'une semaine, en fait, tu peux déjà voir des choses, hein, que ce soit sur l'hydratation, quelqu'un qui buvait pas du tout, alors pas la journée, et puis à l'entraînement, pas trop, tu vois, ou alors quelqu'un qui allait s'entraîner à jeun, ou alors qui mangeait avait un vrai repas juste avant son entraînement, tu vois, des choses comme ça qui sont vraiment qui peuvent être changées très facilement, et dès le prochain entraînement, en fait, tu vas le voir, quoi. De la même façon, en fait, dans ton alimentation quotidienne, si tu mangeais pas du tout de légumes, d'un coup tu te mets à en manger beaucoup plus, tu vas te sentir beaucoup plus énergique, tu vas te sentir plus léger, et en fait ça va mieux se passer tout de suite, quoi, hein. Ok. Et est-ce qu'il y a des aliments que tu préconises du coup pour la partie professionnelle, la partie peut-être cognitive, la partie intellectuelle? Est-ce que c'est vrai? Moi, je t'ai fait la blague déjà mardi, mais c'est pas une blague, hein, c'est une expérience traumatisante. Ma grand-mère me faisait manger la cervelle d'agneau en me faisant croire que je serais plus intelligent. Bon, je pense que je me suis fait arnaquer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange pour être moins... Alors après, je parlais des fruits et légumes parce que c'est bien souvent le point qui pêche. Tu vois, on dit qu'en général, Joli jeu de mots en plus, bien joué. Ouais, je l'ai même pas fait exprès celui-là. Du coup, ouais. Donc, en général, en fait, on pense souvent à des choses qu'on mange en trop, mais il y a aussi les choses qu'on mange pas assez. Donc, par exemple, les fruits et légumes, c'est bien souvent le cas chez beaucoup de monde, on n'en mange pas assez. Ça devrait être la moitié de ce que tu manges dans la journée, quoi. Donc ça, c'est vraiment important en les choisissant correctement. On a parlé un petit peu du choix tout à l'heure pour qu'ils aient assez une densité nutritionnelle suffisante, donc des vitamines, des minéraux et tout ce que tu vas aller chercher dedans, et des fibres. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, au niveau de la performance cognitive, on parle aussi, par exemple, des oméga-3. Donc c'est quelque chose qu'on entend souvent parler par rapport à la santé cardiovasculaire, mais c'est aussi important, alors pour les sportifs. Donc ça, c'est essentiel pour le sportif, mais aussi dans la performance cognitive, parce que finalement, ça va impacter directement les communications entre les cellules nerveuses, tu vois. Ça va aussi protéger les cellules cérébrales. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes et qui vont avoir une action sur les capacités de mémorisation, d'apprentissage, etc. Donc ça, les oméga-3, c'est les choses que tu vas trouver dans les poissons gras, par exemple. Donc les sardines, le thon, le saumon. Après, c'est des choses que souvent les gens ne mangent pas ou ne mangent plus, quoi. Tu vois, parce que on n'aime pas trop. Ah non, les sardines, c'est pas bon, ou le poisson, c'est pas bon. Peut-être qu'on n'a pas trouvé une bonne façon de le cuisiner. Peut-être qu'on n'a pas trouvé non plus un bon fournisseur ou quelque chose qui nous plaît. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles, quoi. Après, de quoi on peut parler? On peut parler aussi des sucres, hein, on a parlé un petit peu, mais on consomme aussi beaucoup trop de sucre ajouté et de sucre raffiné dans notre alimentation. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon pour notre cerveau et pour nos capacités de concentration. Donc pour nous, autant que pour nos enfants. Tu vois, donc quand on leur sert des petits déjeuners avec des céréales industrielles très très sucrées ou des choses ultra sucrées ou des goûters très très sucrés, en fait, on les aide pas du tout pour leurs apprentissages à l'école, quoi. Donc ça, c'est valable autant pour les enfants que pour nous, quoi. Ça, c'est un point aussi important. Après, on pourrait parler aussi de l'hydratation. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'hydratation pendant ton entraînement, tu vas sentir tout de suite une différence, hein, si tu buvais pas assez, mais tu peux le sentir aussi dans ta vie quotidienne. Bien souvent, c'est les choses les plus simples, hein, en général, qui vont avoir aussi beaucoup d'effets. Hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes clients aussi, qui finalement buvaient à peine 1 litre par jour. Et qui d'un coup, en passant à 1,5 litre, 2 litres en fait de boissons par jour, non alcoolisées, hein, je précise, et qui vont sentir en fait des effets. Ils auront moins mal à la tête, ils vont avoir plus de facilité à se concentrer, plus de clarté mentale, ils auront moins de soucis articulaires, et ils vont se sentir un peu moins raides. Tu vas le sentir tout de suite en fait. Parce que finalement c'est un besoin basique du corps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment revenir aux bases. On a besoin de ça de base. Donc remettre déjà les bases, ça te fait déjà te sentir un peu plus en forme, un peu plus énergique. Ouais, c'est clair. Et nous, dans les gros trucs qu'on va améliorer, notamment quand on fait des rencontres physiques avec nos clients, comme t'étais là la semaine dernière,
on veut améliorer les repas du midi parce qu'on voit que l'énergie, elle baisse drastiquement à 15 heures. C'est un vrai sujet. Est-ce que justement, tu aurais des recommandations, toi, pour maintenir le niveau d'énergie, avoir assez, ne pas avoir un sentiment de satiété quand même, mais ne pas s'endormir, ne pas avoir le coup de barre, comme on dit, quoi. Ah bah du coup, ouais, le midi, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange et encore une fois, avoir la moitié de fruits et légumes, avoir une part de cru aussi, avoir toujours un peu des crudités. Il y avait d'ailleurs une soupe crue lundi midi au Mastermind, donc ça c'était très bien. Mais tout le monde l'a pas prise, il y en a qui pas du tout. C'était l'autre truc, mais l'autre truc était beaucoup plus sexy. Moi, j'ai quand même pris la soupe. Du coup, ça c'est une très bonne solution, quoi, des fruits et légumes. Il faut quand même des féculents parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui suppriment les féculents en fait par rapport à la prise de poids, qui se disent ouais ça va me faire prendre du poids, alors qu'en fait les féculents c'est aussi de l'énergie. Et c'est ce qui va te permettre de tenir finalement toute l'après-midi et jusqu'au soir. Parce qu'en plus, si t'as faim, quand tu vas rentrer chez toi le soir, bah tu vas faire quoi? Tu vas taper le paquet de cookies dans le placard ou tout ce qui va te passer sous la main en fait pendant que tu prépares à manger. Donc c'est pas la bonne solution de les supprimer. Donc il faut quand même garder une part de féculents, mais de préférence des grains entiers. Donc riz complet, pâte complète, quinoa, etc. plutôt que des sucres raffinés, hein, on vient d'en parler, et d'avoir quand même une part de protéines, mais pas forcément un truc hyper lourd, hyper gras, tu vois, c'est pas du tout le moment. On a un invité, pour ceux qui écoutent la version audio, on a un invité, il y a le chat de Caroline, alors déjà je comprends pas, il est passé 2 fois dans le même sens, alors soit t'en as 2. Non, mais il tourne, mais le problème c'est que si je ferme la porte, il va sauter sur la porte et ça va être pire. Du coup, merci Caroline pour ces infos. Et j'ai une ultime question là sur tous les trucs que j'entends, que j'écoute, que je vois, c'est les compléments alimentaires. Compléments alimentaires. Voilà, moi je me rappelle mon père, il avait un pilulier par rapport à ses problèmes de santé avec plein de trucs. J'ai des potes qui sont ultra en forme, qui font 1m95 et 100 kilos de muscles et qui prennent pareil des cachetons toute la journée avec plein de trucs, des acides aminés, des machins, des trucs. Qu'est-ce que t'en penses? Et quelle est la part de bullshit là-dedans? C'est ça ma question clairement. Alors en fait, les compléments alimentaires, faut bien les prendre pour ce qu'ils sont, hein, un complément à l'alimentation. Hein. Donc ça pourra jamais remplacer une alimentation qui est déséquilibrée. Hein. Donc si tu bouffes de la merde et pas du tout équilibrée tout au long de l'année et toute la semaine, c'est pas en prenant les bons trucs sous forme de pilules que ça va résoudre les choses en fait. Hein. Ça servira à rien. Par contre, à un certain moment, quand tu es vraiment en carence de certains minéraux ou de certaines vitamines, ça peut t'aider vraiment à remonter tes taux. Donc là, quand on travaille ça, ça peut passer aussi par un bilan sanguin pour être sûr de ce qu'on fait et travailler correctement. Parce que si, par exemple, pendant longtemps, t'as pas consommé d'une catégorie d'aliments, ou si on se rend compte que t'as peut-être un trouble fonctionnel ou quelque chose qui va t'empêcher de métaboliser un minéral, par exemple, finalement, ça peut être une aide pour remonter tes taux avant de pouvoir passer sur une alimentation. Ça va être vraiment un booster à un moment donné, mais ça doit rester quelque chose de temporaire, de choisi correctement, parce que finalement aujourd'hui c'est vrai que sur le marché t'as énormément de trucs et puis alors à tous les prix, hein. Mais alors en général quand t'as le truc le moins cher du monde, bon il faut se méfier un petit peu quand même, hein, parce que en fait tout a un prix, hein, donc c'est sûr que il faut pas se fier à ça, mais il faut pas faire ça au hasard ou se dire tiens un tel a pris ça a marché pour lui, je vais faire la même chose. En fait ça passe par vraiment un bilan micronutritionnel quoi. Moi c'est ce que je fais. L'idéal c'est d'aller voir un professionnel, tu fais un bilan micronutritionnel par rapport à ta façon de t'alimenter, par rapport à ton bilan sanguin, par rapport à tes objectifs, ce que tu as besoin, ce que tu envisages pour les mois prochains, et là on peut envisager pour certaines personnes quand il y a besoin de complémenter sur certains minéraux, où on peut utiliser aussi des plantes aussi parfois, c'est hyper utile dans la gestion du stress et du sommeil par exemple. Tu peux utiliser ça mais comme des aides et comme des outils, mais ça remplacera jamais le fait d'avoir d'autres méthodes de gestion du stress et de travailler ton sommeil et d'avoir une alimentation équilibrée en fait. Donc c'est vraiment un complément, une béquille à un moment donné. Ok, donc là les compléments de rentrée scolaire, préparation de l'hiver, etc. C'est pas forcément un truc universel pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de ces trucs-là pour se remettre en forme à la rentrée quand il commence à faire un petit peu froid, quoi. Ça dépend lesquels. Après, il y en a, par exemple, le magnésium. On sait qu'il y a une énorme tranche de la population qui est carencée en magnésium.
parce que le magnésium, c'est un minéral qu'on perd très très facilement. Donc ça, c'est sûr que faire des cures 2 fois par an de magnésium, c'est pas déconnant, parce que la plupart du temps, en fait, tu vas être carencé. La vitamine D aussi. La vitamine D, c'est prescrit aussi maintenant par les médecins, donc toute l'année d'ailleurs, je crois maintenant c'est passé, parce que sous nos latitudes et même à Bordeaux, en fait, on n'a pas assez d'ensoleillement pour synthétiser toute la vitamine D dont on a besoin. On passe pas assez de temps à l'extérieur, en fait. Il faudrait vraiment passer énormément de temps à l'extérieur. C'est pas le cas, et on n'est quand même pas sous une latitude qui puisse permettre de synthétiser assez. Donc il y a quelques points comme ça où tu te dis que ça peut être nécessaire. Après, pour le reste, il faut vraiment étudier au cas par cas, parce que déjà, il peut y avoir aussi des contre-indications. Tu vas prendre un truc qui va te faire plus de mal que de bien. Le choix du complément est important, et finalement, tout prendre en même temps, il va y avoir des compétitions qui vont se créer, et puis ça va pas fonctionner comme tu le voulais. Quoi. Donc c'est vraiment pas les trucs miracles. Et avant tout, de toute façon, il faut retravailler le cœur du truc, et ton alimentation, et ton sommeil, et ta gestion du stress, et ton mouvement, ton sport, etc. Bon, du coup, on a bien compris, on a bien compris ton expertise, et tu as répondu à plein de questions que j'avais moi à titre perso pour moi. Donc j'ai eu un peu mon coaching, j'ai eu un peu ma session. Merci. Du coup, j'ai eu ma session sans payer. Donc ça c'est j'apprécie. Mais non, plus sérieusement, aujourd'hui tu accompagnes des entrepreneurs dans la performance, dans la recherche de performance. Et donc comment tu le fais, parce que ton programme il se couple à la vie de parents, il se couple à la vie pro, il se couple à la vie de sportif, puisque voilà, en fait c'est même des profils que toi, enfin t'incarnes ce profil-là, parce que t'es clairement dans la cible également. Comment tu les accompagnes? Quels sont les enjeux pour ces personnes-là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur un programme de 3 mois, parce que 3 mois, c'est ce qui nous permet vraiment d'évaluer plusieurs situations de la vie, de mettre en place des nouvelles habitudes, parce qu'on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, mais si elle est compliquée, ça peut être un peu plus long. Il faut le temps de mettre en place des routines, de trouver des solutions. Donc on part sur 3 mois, on démarre de la base, en fait, avec un journal alimentaire où je demande finalement à mes clients de noter tout ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire comme entraînement. Et à partir de là, comme je disais tout à l'heure, on va travailler sur les plus gros trucs à changer. Et en général, ça va se passer dans l'alimentation de la vie quotidienne. Alors, si il y a des gros trucs, c'est qu'en général, il y a des grosses contraintes. Donc, on va essayer de travailler sur ces contraintes et de savoir finalement pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à manger équilibré, c'est quoi le problème. Alors, ça peut être parce qu'ils ont des horaires décalés, ça peut être parce qu'ils mangent régulièrement avec des clients, ça peut être parce qu'ils ont des enfants qui ont des préférences alimentaires un peu compliquées, ça peut être, j'en ai eu un qui était pilote chez Air France, donc il est obligé de manger ce qu'il propose dans l'avion. Donc, si tu as déjà pris l'avion, tu sais ce qu'on propose. Donc, chacun va avoir des contraintes un peu spécifiques qu'il va falloir lever. Il y en a qui aiment pas grand-chose, il y en a qui ont des problèmes d'estomac, d'intestin, etc. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir régler, donc trouver des solutions à mettre en place pour qu'ils trouvent une routine qui soit adaptée à leurs objectifs et à leurs contraintes aussi. Et on va avancer comme ça, pas à pas, donc chaque mois, donc en prenant en compte la vie quotidienne, comment on s'alimente dans sa vie quotidienne, comment on s'alimente à l'entraînement. Donc avant l'entraînement, pendant, après, c'est quoi la bonne chose à faire, c'est quoi qui est bon pour eux, parce que souvent faut tâtonner aussi, parce que en général, tu as des bonnes pratiques, tu as des théories, parce que il y a des études scientifiques qui ont montré que sur tant de personnes, la moyenne de glucides utilisés, c'est ça, mais finalement pour toi, c'est peut-être différent. Et je leur apprends à préparer un objectif, se préparer pour un projet. Parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, ça se fait pas la veille, donc c'est quelque chose que tu vas préparer sur plusieurs semaines. Donc en sport, on peut parler d'une période d'affûtage, par exemple. En fait, il faut pas essayer de se mettre en restriction alimentaire toute l'année, parce que ça marche pas, mais plutôt de s'affûter pour un objectif particulier et de naviguer en fait entre ses besoins. Selon le moment de l'année, en fait, si t'es plus fatigué à un moment donné, en fait, t'auras peut-être besoin de manger différemment. Si y a les virus qui traînent à la maison, là, on va rentrer dans la période un peu compliquée, tu vois, donc t'es un peu plus vulnérable, t'es un peu plus fatigué aussi, donc peut-être qu'il va falloir que tu revoies ça différemment. Donc, ce qui est important, c'est de trouver cette autonomie
En fait, c'est ce que j'essaye de leur apporter, en fait, une connaissance suffisante pour être autonome après et gérer, en fait, leur propre alimentation. Donc, selon qu'ils ont un objectif d'entraînement intensif, de performance à un moment donné, un projet professionnel, donc qui va se faire comme un marathon. Hein, c'est long. Hein, tu peux avoir plusieurs semaines, plusieurs mois à travailler dessus, ou alors une blessure à un moment donné, ou des choses un peu différentes. Ok, très clair. Et moi, je pense que ça viendra sur les entrepreneurs vraiment de haut niveau quand on voit qu'il y en a certains qui dépensent plusieurs millions par an pour se faire coacher, se faire coacher, non pas se faire coacher. J'ai un peu l'impression que l'hygiène de vie, alors déjà il y a une tendance, voilà. Cette tendance, bon, il y a un effet de tribalisme, un effet de mode, mais il y a aussi un effet, c'est factuel. On voit vraiment que quand on prend soin de soi, de sa santé, on a de meilleures performances au boulot. J'ai l'impression que ça va devenir une nouvelle tendance et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se faire accompagner dans ce secteur-là, comme il y a des personnes qui se font accompagner, qui se font mentorer en business ou qui se font mentorer dans leurs relations, etc. Je pense que ça va devenir obligatoire. On a nos coachs sportifs qui viennent le matin nous faire des burpees et nous faire courir. Je pense qu'on aura des coachs d'hygiène de vie. Tu vas plus et donc vite. je pense qu'on Tu gagnes du temps. Exactement. Parce que plutôt que de te lire des pavés de 400 pages sur la nutrition, en fait, et puis de tester plein de choses pas à pas, on va plus vite parce qu'on va directement dans le vif du sujet et t'as pas besoin de taper des lectures, etc. Voilà. Si t'as pas le temps, c'est vraiment la meilleure solution et la plus adaptée aussi à ton problème, quoi. Non, ça me parle beaucoup. Et du coup, si on veut suivre un peu ton travail, si on veut se renseigner, quel lien tu peux nous conseiller, qu'est-ce qu'on met dans les notes de l'épisode si on veut retrouver ce que tu fais? Alors du coup, je publie sur mon compte Instagram. Donc voilà, j'ai aussi un site internet. J'ai un compte LinkedIn aussi, mais c'est vrai que je publie pas trop dessus. Il faudra. On va bosser dessus. Quand on parle de projet, voilà. Donc voilà, et après j'ai ce format de coaching individuel et j'ai aussi donc un programme en ligne dans un format un peu différent, donc d'accompagnement plus de groupe, où là il y a une liste d'attente en fait où on peut aller s'inscrire directement sur mon site internet. Ok, bon, on mettra le lien pour ceux que ça intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Caroline, la remercier pour son temps, pour nous avoir coaché aujourd'hui bénévolement. Donc voilà, pour nous faire toucher la performance du bout des doigts. Et puis du coup, allez remercier Caroline, allez échanger avec Caroline sur Instagram. C'est là où t'es la plus présente, tu disais. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Non, moi j'ai l'impression qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses. J'aime bien poser cette question à la fin, ça vous met dans l'embarras à chaque fois les invités, parce que vous l'avez gentil avec moi. Je n'ai pas posé la question de la bière de récupération parce que je l'ai à chaque fois d'habitude, donc tant mieux parce que là je perds. Donc, je pose pas de questions, les questions qui fâchent, on a dit qu'on laissait tomber, et donc ça va pas que dans ton sens, ça va aussi dans le mien. La bière de récupération, je veux qu'on me la laisse, je veux voilà. Parle pas. C'est un acquis, voilà, on revient pas dessus, voilà. C'est donc voilà, donc bière de récupération, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée en fait. Mauvaise idée. Bon, j'en étais sûr que t'allais nous flinguer la fin de l'épisode. Je fallait pas que je pose cette question. Non, Caroline, merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Allez tous remercier Caro sur ses réseaux, allez discuter avec elle, et puis n'hésitez pas à cliquer sur les liens du coup pour suivre son travail et puis éventuellement pour vous inscrire à la liste d'attente pour son prochain programme. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.